Et puis, c'est parti. Vous écoutez Tech Café, un épisode au format supplément avec une interview dans le domaine spatial, ou en tout cas proche de la Terre, mais tourné vers les étoiles. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je reçois pour cet épisode Romain Luquen, CEO et cofondateur d'Aldoria. Salut Romain, comment vas-tu ? Salut Guillaume, ça va très bien et toi ? Très bien, merci beaucoup. Merci d'être présent pour cet épisode et pour cet échange. On a été mis en relation, j'avais reçu un mail il y a de ça quelques semaines maintenant, parce qu'on a préparé cet épisode il y a de ça quelques temps. On enregistre, on est le 18 décembre 2024, mais ça fait un petit moment qu'on a pu échanger. Et j'ai découvert un sujet que je ne connaissais pas, qui est celui de la surveillance en orbite basse autour de la Terre. Bon, je ne vais pas déflorer le sujet puisqu'on va l'aborder ensemble. Mais vraiment, j'ai été passionné. Puis ce qui était assez génial, c'est qu'au fil des épisodes hebdomadaires de Tech Café, je me rendais compte à quel point ce sujet recoupait un certain nombre de thèmes qu'on pouvait aborder. En plus, on doit l'aborder, nous, de notre côté, avec un regard très amateur, très éloigné. Grâce à toi, on va pouvoir explorer ce sujet avec sérieux et profondeur. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Romain, d'être dispo pour cet échange. Juste avant qu'on puisse aborder les thèmes qu'on a prévu de traiter ensemble, je voulais vous rappeler que Tech Café, c'est un podcast indépendant qui vit grâce à ses soutiens. Et les soutiens, ce sont vous, les auditeurs et auditrices, qui acceptez de souscrire à l'abonnement premium. Donc si Tech Café est important dans votre quotidien, que ce soit parce qu'il vous permet de passer des bons moments, on sait que vous écoutez les podcasts pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites des travaux ou pendant que vous êtes en train de faire du bricolage, peut-être même pendant que vous vous endormez, mais restez attentifs évidemment à ce qu'on dit. Et si jamais éventuellement Tech Café vous permet de compléter votre veille à titre professionnel, surtout n'hésitez pas à faire comme les autres abonnés premium qui se sont inscrits sur patreon.com/techcafé. En échange, vous bénéficiez d'un flux privé qui vous permet d'écouter le podcast sans la pub dans votre application de podcast favorite. Et puis, vous accédez à des infos exclusives. J'ai commencé à partager des nouveautés me concernant et concernant Tech Café uniquement au soutien dans un premier temps. Horizon des infos sur le plan public. 2025, sans autre forme de procès, on va donc aborder plusieurs sujets, Romain. Juste avant qu'on aborde ces sujets, le plus important peut-être, c'est que tu puisses te présenter. Peux-tu nous dire qui tu es ? Et puis on va pouvoir savoir un petit peu aussi qu'est-ce qu'Aldoria. Mais d'abord, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Oui, écoute, merci beaucoup pour l'invitation Guillaume. Moi je suis un entrepreneur. J'ai créé Aldoria sous le nom de Share My Space au départ en 2017. À une époque où j'étais chercheur en herbe, j'étais doctorant. Donc moi je suis ingénieur, j'ai fait l'école polytechnique et ensuite j'ai enchaîné vers un début de carrière dans la recherche avec une thèse en physique des plasmas appliquée à la propulsion de satellites. Ça a été un peu ma porte d'entrée dans le domaine spatial, et pendant ma thèse, j'ai eu l'opportunité de créer cette société avec un associé. Et donc au départ, c'était une activité du soir et du week-end, et à la fin de ma thèse, j'ai eu la confiance de mes directeurs de thèse pour pouvoir continuer à plein temps ce projet, et ça a commencé à décoller en 2020-2021. Voilà, sinon je suis parisien essentiellement, mais je vis en Belgique avec ma famille qui est à Anvers. Très bien, et on fait un coucou du coup à nos auditeurs et auditrices en Belgique. On a des auditeurs et des auditrices un petit peu partout en francophonie, même si la plus grande partie est représentée par la France, mais évidemment on fait un petit coucou à la Belgique. Écoute, merci beaucoup. Est-ce que du coup tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est que Aldoria ? C'était quoi l'idée de départ ? Et puis surtout, tu dis que ça a décollé. Ça a été quoi ton point d'attention qui t'est permis de te dire « Ok, je fonce là-dedans ». Mais c'est quoi l'origine d'Aldoria ? L'origine, c'est vraiment le constat lié au problème des débris spatiaux. Quand on a créé la société, en fait, on s'est rendu compte que le spatial était à un point d'inflexion, et ça s'est avéré complètement exact. On le voit avec SpaceX, Starlink et bien d'autres sociétés qui lancent des satellites dans des proportions qui étaient complètement inenvisageables il y a encore une dizaine d'années. Donc ça, c'était le premier constat. Et le deuxième constat, c'est que toute cette activité spatiale en orbite terrestre, elle était menacée par des débris spatiaux qui étaient issus de toute l'activité humaine dans l'espace depuis 60 ans, et qui mettaient fondamentalement en danger la pérennité de ces activités.
Et donc on a rencontré quelques personnes qui étaient, pionnières dans la compréhension du risque lié aux débris spatiaux, qui nous ont un petit peu mis le pied à l'étrier. C'est des gens qui travaillaient uniquement dans le milieu, institutionnel à l'époque, puisqu'il n'y avait en gros pas d'entreprise qui travaillait dans ce domaine-là, en France ou en Europe. Donc nous, on a créé la société en se disant, qu'il fallait que des entreprises apportent une partie de la solution au problème des débris spatiaux. Et on n'avait pas d'autre forme de business model, à l'époque que simplement cette intuition, fondamentale, liée, liée à la pérennité, de l'activité spatiale. Ok, quand on parle de débris spatiaux, etc., on peut penser, quand on n'est pas aguerri sur le sujet, bah, que c'est un truc qui arrive occasionnellement, mais qui doit pas être si fréquent que ça. Tu vois, quand on voit des débris, bon, ok, sur une autoroute qui est très fréquentée pour aller en vacances l'été, on comprend bien qu'il peut y avoir des sujets, de la dangerosité. Est-ce que cette dangerosité, elle est avérée? Ces débris, ils sont problématiques? Comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Oui, alors aujourd'hui, on estime qu'il y a plus d'1 million de débris qui font plus de 1 centimètre et qui sont, très dangereux pour, l'ensemble des satellites. En gros, on n'arrive pas à protéger les satellites de ce type d'objet. Le problème, c'est pas forcément la taille ni la densité. 1 million à l'échelle de l'environnement terrestre, c'est pas un chiffre si important, mais c'est vraiment la vitesse de Mmh. ces objets-là. En orbite basse, ils voyagent à 8 kilomètres par seconde environ. Hem et donc les flux qui sont associés à ces 1 million d'objets sont significatifs et donc tous les satellites passent en permanence, très près de ces objets-là et régulièrement, il y a des collisions qui se produisent, le plus souvent avec des petits objets et donc avec des dommages qui sont pas forcément très spectaculaires, mais qui peuvent causer la perte du satellite et parfois, il y a des dommages, très spectaculaires, des collisions, des fragmentations avec des dizaines, ou des centaines, voire des milliers, d'assez gros objets qui sont ensuite, suivis depuis le sol. C'est marrant parce que, encore une fois, hein, quand on constate ce genre de sujet, et qu'on le connaît pas, hein, ce qui est plutôt mon cas, spontanément, tu as tendance à te dire: «Bah, ouais, OK, mais ça a pas l'air d'arriver souvent», tu vois? Je tourne ma tête vers le ciel, je vois pas, des débris en permanence. Bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait garder à l'esprit, notamment le fait que, ces débris, quand ils frottent, l'atmosphère et quand ils redescendent, bon, évidemment, ils doivent, se détruire par eux-mêmes. Pour autant, toi, tu confirmes ça un petit peu. Il y a une accélération de l'encombrement de l'espace et de l'orbite basse. Et évidemment, surtout quand on suit l'actualité technologique, on ne peut pas être étranger au déploiement des satellites de type Starlink. Du coup, comment est-ce qu'on arriverait à mesurer ce risque-là et cette évolution-là au fil des années? Est-ce qu'on est là, il faudrait qu'on arrête tout? Il faut qu'on arrête de lancer des trucs? Est-ce qu'il faut qu'on se coordonne mieux? Est-ce que c'est trop tard? On a un petit peu du mal, quand on n'est pas dans le sujet, à identifier à quel point on est, dans une situation, problématique. Est-ce que tu peux nous aider à mesurer un peu ça, à nous partager ton regard? Oui. Alors ça dépend vraiment des orbites. On a des situations, très différentes d'une orbite à l'autre. Autour de 800 kilomètres, on est déjà arrivé à un point de saturation, où en fait, le risque de collision est tel que, de nouveaux débris vont être générés à cause des collisions et cette source de nouveaux débris, est plus importante que l'effet modérateur de l'atmosphère, résiduelle. Donc Ouais. les débris qui sont à 800 kilomètres, ils vont rentrer dans l'atmosphère, mais à des échelles de plusieurs siècles ou plusieurs millénaires. Donc et à l'échelle d'un siècle, eh bien, il va y avoir de nouvelles collisions et qui vont générer plus de débris et donc là, on est vraiment dans ce phénomène de réaction en chaîne, mais sur des échelles qui sont de plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Et aujourd'hui, on voit déjà l'effet qui est qui était vraiment privilégié pour les satellites, d'observation de la Terre notamment. C'était des orbites plébiscitées par les opérateurs de satellites et aujourd'hui, c'est moins le cas et les orbites qui sont privilégiées sont un peu plus basses et en particulier cette constellation, Starlink, elle se situe autour de 550 kilomètres à une altitude qui permet aux objets résiduels, débris ou autres de rentrer dans l'atmosphère naturellement à cause de l'effet de la traînée, en quelques années seulement. Et donc aujourd'hui se pose vraiment la question de la gestion de cette, tranche d'altitude autour de 550 kilomètres qui est assez unique finalement parce qu'il y a suffisamment de frottement pour faire entrer les objets en quelques années,
mais suffisamment peu pour que l'opération des satellites ne nécessite pas énormément de carburant et d'énergie. Donc c'est vraiment un point, une altitude très particulière. Sur orbite géostationnaire, donc à 36 000 kilomètres, beaucoup plus loin de la Terre, dans le plan équatorial, il y a eu pendant très longtemps la perception que l'espace, l'espace était vide, tous les objets tournaient dans le même sens, il y avait pas de risque de collision et il y a eu un certain Ouais. nombre d'événements, ces dernières années, avec un événement assez spectaculaire en 2019 avec un satellite Intelsat, qui a été perdu et depuis, il y a eu d'autres événements, qui ont généré des fragments et aujourd'hui une prise de conscience des opérateurs de satellites que, effectivement, il y a des débris, qu'on ne connaît pas tout, qu'on n'est pas capable de protéger les satellites, correctement et là, c'est des gros satellites qui valent extrêmement cher avec des intérêts stratégiques qui sont également, liés à l'exploitation de ces objets. Donc voilà, ça dépend vraiment des orbites, mais maintenant, je veux dire, la prise de conscience, elle est généralisée dans l'industrie et plus personne dans le secteur spatial aujourd'hui peut dire, «Non, les débris, c'est pas un sujet, l'espace est grand», comme on l'entendait encore il y a quelques années. Pour terminer de planter un petit peu le panorama et pouvoir approfondir un petit peu ce que vous faites chez Aldoria, si je résume, finalement, on a un environnement qui est limité quant aux éléments qu'on peut mettre et qu'on peut faire circuler dedans, et il y a une surenchère dans le déploiement de ces éléments. Du coup, il y a pas a priori effectivement trop de solutions à part mieux se parler, et ça, on va revenir dessus, entre différentes entités à travers le monde, mais aussi observer. Donc, du coup, ça donne toute la légitimité à Aldoria notamment. Moi, quand on a préparé l'épisode, il y avait un élément qui m'interpellait, c'est que finalement, j'étais parti du principe que l'observation de ces environnements autour de la Terre, bah, il était déjà pleinement satisfait par les entités qui propulsent des éléments dans l'espace. Je m'imaginais, voilà, que la NASA, l'ESA et toutes les entreprises privées avaient une vue, alors pas comme un Google Waze, mais qui en tout cas avait une vue sur ce qui se passait dans l'espace. A priori, c'est pas tant le cas que ça, et ça peut justement être un des services que vous fournissez chez Aldoria. Est-ce que du coup, tu peux revenir un petit peu sur le rôle que vous avez et comment vous le remplissez surtout? C'est intéressant de voir comment vous êtes organisé, même d'un point de vue technique. Quels appareils vous utilisez pour les observations? Oui. Oui, très bien. Bah, écoute, l'ESA et la NASA, sont peu équipés en moyens de surveillance. Traditionnellement, les moyens qui sont utilisés par les gouvernements, ce sont des moyens militaires. La surveillance de l'espace a été pendant plusieurs décennies, une activité purement de défense, et la dimension civile, n'est intervenue qu'assez récemment, finalement, il y a une quinzaine d'années, hem et de Est-ce que je te coupe, Romain, mais justement, est-ce que c'est pas un marqueur, ça? Le fait que l'observation, elle était principalement motivée par une démarche de défense. Est-ce que justement, ça illustrait pas à quel point on pensait pas qu'il y avait un problème? En tout cas, il y avait un manque de prise de conscience de cet encombrement que tu as décrit avant. Finalement, c'est directement lié, non? Ouais, c'est ça, hein? Clairement, clairement, c'est vraiment, en fait, en 2009, il y a eu une grosse collision catastrophique entre 2 satellites, un satellite américain, un satellite russe, Iridium 33 et Cosmos 2251 et ça a été vraiment une prise de conscience pour toute l'industrie et donc là, les militaires américains se sont dit: «Attendez, nous, on a des moyens, militaires, mais on va mettre à contribution ces moyens militaires pour, aider, la gestion du trafic spatial, civil. Sinon, on va pas s'en sortir Ouais. et on va plus pouvoir rien faire dans l'espace». Et donc ça a été un petit peu la réaction immédiate et derrière la volonté des États et de l'industrie spatiale, ça a été finalement de tendre à privatiser, ce pan d'activité et nous on a créé la société au milieu des années 2010, pour répondre à ce besoin émergent. Et donc on a choisi d'investir d'abord dans des algorithmes de traitement de la donnée, puisqu'on travaille énormément avec les données américaines qui sont disponibles et qui restent aujourd'hui la plus grande source de données liées, à la connaissance de la situation spatiale et très rapidement, dès 2019, on a investi dans nos propres stations d'observation avec, le choix de la technologie, optique, en pôle orbite basse. Parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'acteurs qui travaillaient sur la technologie optique pôle orbite basse. Or, il y a un certain nombre, d'atouts pour ces technologies optiques, notamment le coût de l'infrastructure qui est assez modéré et qui finalement permet de créer le marché civil
de la surveillance de l'espace, parce que si vous vous adressez à un marché civil émergent avec des solutions issues du monde de la défense, avec des gros radars militaires, eh bien, la connexion se fait pas et vous n'arrivez pas à faire émerger ce marché. Mmh. Donc nous, on a investi sur ce type de technologie, on les a fait évoluer, on a développé notamment des stations d'observation multitélescopes qui sont de véritables stations de veille. Et aujourd'hui, on a un réseau de 6 stations d'observation à travers le monde, 3 monotélescopes et 3 multitélescopes dans 5 pays différents. Et ça nous permet d'avoir, de couvrir environ 70% de l'ensemble des objets connus en orbite. Ça ressemble à quoi ces télescopes? C'est des petits appareils, des gros appareils pour des personnes qui connaissent pas du tout? Oui, c'est plutôt, si vous voulez, c'est comme un bon chauffe-eau en termes de taille. Et donc les stations multitélescopes, vous imaginez 4 gros chauffe-eau sur des montures motorisées avec une grosse caméra qu'on a designée nous-mêmes dans une pièce qui fait environ 60 mètres carrés avec un toit ouvrant. Et donc ça permet de répondre, de surveiller efficacement le ciel à partir d'un endroit du globe. Et ensuite, c'est évidemment très important d'avoir un réseau complet pour assurer une couverture de tous les objets. La connectivité, elle est essentielle aussi, j'imagine, d'avoir, ces différentes, stations d'observation. Typiquement pour vous, la réactivité, de la connexion, en réseau de ces données, elle est importante? Ou est-ce que vous pouvez vous permettre de traiter la donnée, à froid? C'est peut-être pas nécessaire qu'elle soit, hyper, réactive, je me rends pas compte. Oui, alors ça dépend des usages, mais évidemment, on a besoin d'une connexion réseau sur place. On travaille sur internet, tout est chiffré. Il y a une partie du traitement qui se fait sur place pour rapatrier des données qui sont pas trop volumineuses. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille, et on va chercher évidemment le plus possible le temps réel pour répondre aux besoins des clients. Mais il y a un certain nombre d'usages pour lesquels quelques heures suffisent finalement. Je ne sais pas si tu peux répondre, mais est-ce que vous avez des applications de l'observation dans le domaine militaire? Ou est-ce que, les usages qui vous sont, commandés, sont uniquement, dans le domaine, civil? Non, on est une entreprise duale, donc avec des applications militaires et civiles. Aujourd'hui, il y a environ 15% de notre chiffre d'affaires qui est sur le segment défense. Est-ce que tu peux nous donner, je ne sais pas si c'est possible dans les 2 cas, si tu peux pas, tu peux utiliser ton joker, nous donner des exemples, de cas clients que vous avez, des commandes que vous avez en tant qu'Aldoria, ou des enseignements que vous avez pu tirer, de l'activité pour lesquels vous avez pu faire des remontées d'infos qui ont pu être, utiles dans ces 2 domaines? Oui, avec plaisir. On C'est certains cas, je parlais de la création du marché tout à l'heure, la création du marché civil, et je pense que c'est ça qui sont c'est ça les cas les plus intéressants. On travaille depuis plusieurs années avec une société qui s'appelle Isar Aerospace, qui est une société de services de lancement qui est basée en Allemagne. Ils ont développé leur propre lanceur. Et nous, on les accompagne sur la sécurité de leurs 3 premiers lancements vis-à-vis du risque de collision avec des débris spatiaux. Donc là, leur premier lancement est imminent. Il va être la fusée va être envoyée depuis la Scandinavie, depuis un nouveau pas de tir. Et en gros, on prend en entrée la différentes trajectoires de lancement possibles pour eux, et on calcule le risque de collision avec l'ensemble des débris qui sont en orbite, débris et satellites, pour regarder si la trajectoire de lancement estimée, simulée, ne présente pas un risque vis-à-vis de la population qui est déjà en orbite. Et en plus de ça, on va pouvoir traquer ce qu'on appelle l'étage supérieur de la fusée avec les différents satellites déployés dans les quelques heures après le déploiement. Donc ça, c'est vraiment un service opérationnel pour renforcer la sécurité du lancement vis-à-vis des débris spatiaux. OK. Donc ça, c'est un premier cas client. Sur la partie lanceur, on travaille aussi avec différentes sociétés qui sont dans le domaine des services en orbite. Les services en orbite, c'est un autre domaine émergent du spatial, et c'est des opérations assez critiques, puisqu'il s'agit en général pour un satellite de se rapprocher d'un autre objet, d'un autre satellite, pour venir soit prendre des photos, soit le réparer. Voilà, il y a toute une diversité d'applications plus ou moins matures d'ailleurs. Mais dans tous les cas, c'est des phases assez critiques de rapprochement entre objets. Et nous, notre client, c'est le serviceur, si vous voulez, le satellite qui va se rapprocher d'un autre objet, et donc on va
on va l'aider pendant cette phase d'approche à calculer de manière très fréquente le risque de collision avec la cible et l'ensemble de l'environnement. On va l'aider à caractériser la cible pour voir si elle est contrôlée, s'il y a un taux de rotation, comment est-ce qu'elle est, selon quel axe, et cetera. Voilà, et donc ça, c'est un service qu'on a lancé il y a 2 ans environ, et ça commence à tourner avec plusieurs clients. On a parlé, tout à l'heure de comment vous étiez organisé et quelles ressources techniques vous utilisiez, notamment avec les télescopes. Il y a une composante qu'on n'a pas bien, abordée et qui doit être, j'imagine, cruciale et quand tu parles de calcul, bah, on imagine bien ce qu'il peut y avoir, derrière. En tout cas, on peut imaginer, l'entreapercevoir. C'est quoi le rôle de l'intelligence artificielle, du calcul, numérique que vous pouvez avoir derrière? Est-ce que ça a été, source pour vous de développement? Est-ce que vous avez eu des opportunités dans la technologie, sur le plan informatique même, hein, dans le calcul, qui vous ont permis, d'avancer, ces dernières années? Oui, complètement, complètement. En fait, la technologie optique telle qu'on l'utilise actuellement n'était pas, n'a pas pu être mise en œuvre il y a plusieurs décennies, également parce que les algorithmes de traitement d'image étaient pas au Ah, niveau. Et donc nous, on bénéficie de toutes les avancées dans le domaine de la vision par ordinateur, de l'intelligence artificielle pour le traitement d'image, et ce sont des algos qu'on embarque directement dans nos stations, donc ils sont évidemment développés, testés, dans nos bureaux, à Paris et à Toulouse, et ensuite déployés sur les stations. Et ça permet de traiter les images en temps réel. C'est des images qui sont assez lourdes, et donc on bénéficie à plein des évolutions technologiques dans ce domaine, tant sur les cartes graphiques que sur les algos. Et donc ça, c'est, je veux dire, la brique essentielle liée à l'IA. Donc évidemment, on utilise des briques d'IA qui existent, mais derrière, on vient développer, on vient optimiser les algos pour que ça corresponde parfaitement aux usages. Et sur la partie, aval du traitement de la donnée, si vous voulez, une fois qu'on a traité ces images, on a des mesures brutes. Ces mesures, il faut les corriger, les appareiller avec les informations qu'on connaît déjà sur les objets en orbite, restituer les trajectoires, et une fois qu'on a ces trajectoires, en fait, on a différentes, estimations de la trajectoire, et on peut voir si les satellites ont manœuvré, comment est-ce qu'ils ont manœuvré. Et ça permet de faire de l'analyse temporelle finalement sur les paramètres orbitaux, de ces objets-là, et cette partie-là, elle peut être, réalisée avec de l'intelligence artificielle, et on l'a fait, dans différents projets avec des clients, et voilà, c'est un domaine, à la pointe de l'exploitation de la donnée, avec des usages, qui sont à la fois civils et militaires. Quand on avait préparé l'épisode, je crois pas qu'on avait encore un nom, ni même, vraiment eu l'occasion de voir le sujet. En tout cas, moi, je l'ai découvert entre-temps. Peut-être que toi, tu l'avais vu avant, peut-être que vous aviez l'info préalablement, mais il y a eu l'annonce de Iris, donc enfin, en tout cas, Iris 2 ou Iris au carré. Ils aiment bien mettre au carré maintenant parce que ça fait plus cool, ça fait plus moderne. Mais en tout cas, ce réseau, satellite qui, devrait, promettre un concurrent à Starlink avec la souveraineté, européenne, avec un déploiement qui est beaucoup moins, soudain et beaucoup moins intensif, et on comprend bien là qu'il y a la démarche aussi de l'Europe d'avancer, avec, un petit peu plus de raison. Je ne sais pas si toi tu as un regard d'ailleurs sur ce déploiement? J'ai le sentiment, j'essaye d'anticiper un petit peu quelle va être ta réponse, mais que tu ne peux que te satisfaire de voir, d'une part, le fait que l'Europe, se lance dans ce type de projet, et surtout qu'ils foncent pas tête baissée, qu'ils essaient de prendre leur temps, comme beaucoup de sujets technologiques, qui sont traités sous un angle de régulation en Europe. Je sais pas, quel est ton regard spécifiquement sur ce projet? Oui, bah, c'est d'abord un beau projet, spatial européen avec, beaucoup d'argent, du secteur public et du secteur privé qui va être injecté. Donc, tout le tout l'écosystème spatial européen va en bénéficier. Donc, ça, on peut s'en féliciter. Il y a eu un certain nombre de critiques, sur la manière dont ça a été mené, depuis OK. plusieurs années, parce qu'effectivement, c'est un projet qu'on attend depuis plusieurs années. Le nom est pas vraiment nouveau, ça fait plusieurs années que, Ouais. on connaît ce nom, que le consortium avait été, présélectionné. Hem, donc c'est un sujet, de longue date, Mmh. mais l'essentiel est là, l'argent, va être investi, commence à être investi.
Il y a un accord qui a été trouvé entre le consortium et la Commission européenne, et ça vraiment on peut que s'en féliciter. Évidemment, c'est une constellation de satellites sécurisés. Donc nous, évidemment, on a des choses à proposer et on est en contact avec le consortium pour pouvoir amener le niveau de sécurité de cette constellation au maximum, puisque à la fois à cause de l'augmentation du nombre de débris spatiaux et à cause de l'augmentation des tensions géopolitiques et de l'élévation du domaine spatial à un théâtre de confrontation, il y a des enjeux de sécurité qui sont très importants pour ces futurs satellites. Euh, donc non, c'est quelque chose de très positif. Sur la partie sur la manière européenne Mmh. de développer ce projet, effectivement, c'est un projet qui va durer plusieurs années. Donc un contrat qui a été signé par la Commission sur 12 ans d'exploitation auprès du consortium. Euh, le nombre de satellites est plus raisonnable que la constellation de Starlink. On parle pas de 30 000 satellites, mais on parle de 300 satellites environ. Donc c'est plus raisonnable, mais c'est extrêmement important que l'Europe continue à participer à cette course spatiale, investisse dans ce domaine-là, euh, et euh, et je pense qu'il faut quand même aller vite. Il faut pas se dire que il faut aller vite. On espère que ce programme va être déployé rapidement. Je sais que en 2025 il va y avoir une phase d'études préliminaires qui va permettre de faire monter certaines technologies en maturité. C'est sans doute nécessaire, mais globalement, les grandes puissances spatiales avancent à marche forcée en ce moment, en particulier les États-Unis et la Chine. Il y a un certain nombre de pays qui se développent très rapidement pour rattraper leur retard au démarrage. Les pays du Moyen-Orient, l'Inde est maintenant un des gros acteurs sur la scène internationale. Donc je pense qu'il faut que l'Europe aille plus vite, globalement. Ça nous permet d'enchaîner avec ta vision de ce qui se passe un peu à peu à long terme, donc depuis pas mal de temps et jusqu'au plus loin possible. Il y a une tendance que tu avais dessinée quand on avait préparé cet épisode. C'était ce que j'identifiais être une volonté presque délibérée, justement, de la part de ces acteurs, notamment américains et chinois, probablement, et puis peut-être d'autres, indiens, de saturer carrément l'espace. Il y a presque, quand on entend cette vision-là des choses, on pourrait presque interpréter en disant finalement, leur intérêt premier, c'est pas forcément les usages, mais ce qu'ils veulent, c'est être présent à tout prix dans cet espace qui est limité finalement. Et ça, je pense que ça se traduit bien dans l'épisode, dans l'échange qu'on a ensemble. Cet espace, il est limité, et donc leur objectif, il est presque, avant même de proposer des usages, d'exploiter des technologies, il est presque de saturer l'espace. Est-ce que je tords un petit peu le trait, ou est-ce que Oui, alors oui, il y a de ça. Je dirais que les usages, ils sont quand même. Il y a certains usages qui sont clairs, des usages militaires notamment, Ouais. sur l'utilisation des, du renseignement issu d'images satellitaires, qu'elles soient optiques ou radar, sur les théâtres d'opération d'un point de vue opérationnel, que ce soit du guidage de missiles avec des signaux GNSS, que ce soit de la télécommunication militaire. Et en fait, là où pendant la guerre froide, le domaine spatial était un théâtre de compétition stratégique, qui faisait partie du dispositif de dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais pas que. Le théâtre est vraiment descendu au niveau tactique et opérationnel. Et donc, maîtriser l'infrastructure spatiale, ça permet vraiment d'apporter un avantage tactique sur le champ de bataille. Donc il y a quand même, on parle du new space, de la commercialisation de l'espace, etc. Effectivement, mais c'est aussi beaucoup tiré par les besoins gouvernementaux et, et par la compétition entre les États-Unis et la Chine en particulier. Et effectivement, les États-Unis aujourd'hui avec Starlink et d'autres, puisqu'ils appellent ils appellent de leur vœu d'autres constellations que la constellation Starlink, qui aurait le même type d'ampleur. Ils veulent proliférer l'orbite basse, c'est l'expression qu'ils utilisent, pour assurer la résilience de l'infrastructure spatiale, pour être sûr que s'il y a
s'il y a un affrontement, eh bien, ils vont être capables d'encaisser le choc, parce qu'ils ont une infrastructure suffisamment résiliente, avec un certain nombre de satellites institutionnels, mais aussi des satellites qui appartiennent à des partenaires commerciaux et étrangers alliés, pour être capable d'assurer la continuité des opérations militaires sur l'ensemble des théâtres. Donc la résilience, ça passe principalement par une grande quantité, j'imagine, d'appareils. Peut-être qu'il y a d'autres composantes, mais j'imagine que c'est principalement ça, non, la résilience qu'on peut offrir à un service? Bah, effectivement, c'est un petit peu, le réflexe, le réflexe que les Américains, ont l'air de choisir en ce moment, de se dire: «Voilà, il faut, avoir, plein de satellites, il faut avoir plusieurs constellations», parce que finalement une constellation, c'est un réseau qui peut être vulnérable, et donc peut-être que, si on arrive à, mmh, à neutraliser le point central du réseau, eh bien, on va pouvoir faire tomber Mmh. une constellation entière en une fois. Donc il faut avoir plusieurs constellations qui soient interopérables, et effectivement, il y a toute une réflexion autour de la résilience, et qui passe par le développement et la promotion de standards pour améliorer l'interopérabilité. Voilà, la France et l'Europe font partie de cette conversation, comme en tant qu'alliés des États-Unis, heu et et nous, par ricochet, Aldoria, aussi. Bon, ça convainc en tout cas, de prendre conscience, de cet enjeu de déploiement de multitude de services dans un environnement, limité. Justement, comment tu vois les choses toi? Si on prend encore une fois un petit peu de recul dans le temps, est-ce qu'il y a un point de non-retour que vous avez identifié, que vous avez, calculé? Est-ce qu'il arrivera dans longtemps? Est-ce qu'il est déjà dépassé? Docteur, comment va l'orbite basse de la Terre, aujourd'hui? C'est ce que je disais en introduction, à 800 kilomètres, on a déjà, dépassé le seuil. Mmh. À 550 kilomètres, si on attend quelques années, l'ensemble des satellites vont être ramenés dans l'atmosphère, naturellement. Mmh. Par contre, on connaît pas forcément les conséquences de la réentrée massive d'objets, de satellites dans l'atmosphère. Donc ça, ce sera un sujet de recherche, je pense, dans les prochaines années. Hem Ouais, aujourd'hui, et ouais, à 550 kilomètres, il y a une question, opérationnelle qui est assez forte, parce que les enjeux, économiques et stratégiques liés à l'espace sont de plus en plus forts, et en partie et concentrés, de plus en plus concentrés dans cette région entre 500 et 600 kilomètres. Donc en fait, si demain, il y avait, quelques événements, catastrophiques, qui rendaient, impraticable cette région, de l'espace, même si ça ne durerait que quelques années, puisqu'on a Mmh. l'effet de l'atmosphère, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et aujourd'hui, la précision des calculs de trajectoire est un peu juste, et même, est franchement limitée, pour gérer le trafic de manière satisfaisante. Les standards de communication sont encore, balbutiants. Il y a pas de code de la route, pour l'exploitation, des orbites. Et tout ça sur un fond de confrontation, géopolitique. Donc c'est une situation assez complexe, assez instable. Hem voilà, nous, on fait ce qu'on peut pour apporter, une partie de la solution. Je pense qu'on a déjà fait une belle partie du chemin. On a obtenu la confiance de nombreux clients, y compris institutionnels, pour fournir de la donnée, pour fournir des analyses, et demain, pourquoi pas, fournir également des systèmes qui permettront, à nos clients de s'équiper et d'être plus réactifs, sur la gestion du trafic spatial. C'est quoi l'avenir d'Aldoria, dans les années à venir? Est-ce qu'on peut, vous souhaiter quelque chose? Est-ce que vous recrutez? Est-ce que vous avez des projets que vous pouvez partager à moyen ou long terme, auprès des auditeurs? Oui, alors nous, on va continuer à densifier notre réseau. Je parlais de 6 stations tout à l'heure. D'ici 4 ans, on aimerait avoir 16 stations au total. Donc on va Mmh. déployer une dizaine de stations supplémentaires. Hem et on aimerait, bah, faire en sorte que l'Europe, soit, une puissance leader dans le domaine spatial, et nous être le principal, heu allié commercial de l'Europe, donc à la fois l'Union européenne et les États membres,
dans ce domaine-là et voilà, continuer à développer des services, développer nos technologies, et avoir une compréhension complète, temps réel de tout ce qui se passe en orbite. Voilà, je pense que les enjeux sont énormes. On est encore en train de basculer, sur le point de bascule dont je parlais tout à l'heure, il est encore en train de se réaliser. On est dans une course au nombre de satellites. Il y a de plus en plus d'événements, dans l'espace. Donc nous, on reste très focalisés sur notre feuille de route, sur vraiment le déploiement de notre infrastructure, les développements d'algo, pour mieux comprendre la situation spatiale plus rapidement, de manière plus fine et mieux s'intégrer dans l'ensemble des opérations, liées à l'espace. Merci beaucoup Romain, c'est chouette parce qu'en échangeant ensemble, ça me donne vraiment le sentiment d'avoir mieux pu mesurer l'état de la situation et puis de découvrir aussi le rôle d'une entreprise comme Aldoria dans cet enjeu. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ces questions. Est-ce qu'il y a un message que tu voudrais faire passer en conclusion, un sujet qu'on n'aurait pas abordé et qui te tiendrait à cœur? Ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour des différents thèmes qu'on pouvait aborder? Ouais, peut-être aux jeunes ingénieurs, dire qu'il faut y aller, il faut voilà, il y a beaucoup de choses à faire, en Europe dans le domaine scientifique et technique, pour les femmes aussi. Nous évidemment on recrute pas, en masse, on reste une entreprise de taille limitée. On est une 50aine de personnes aujourd'hui. On va croître à 100, peut-être un peu plus dans les prochaines années. Dans le domaine spatial, et d'autres domaines technologiques, il y a beaucoup de choses à faire pour, des gens qui ont envie de s'investir, sur le plan scientifique et technique, pour des gens qui ont envie de s'investir dans l'entrepreneuriat. Ouais, je suis ravi d'aider, les personnes qui veulent se lancer dans ces aventures-là. Merci beaucoup. Si jamais on veut plus d'infos sur Aldoria, si jamais on veut poser des questions à Romain, est-ce qu'il y a des points de contact ou des liens que tu peux mettre en avant éventuellement? Et puis on les rajoutera dans les notes de l'épisode, mais je ne sais pas si tu veux citer quelque chose dans le podcast. Vous pouvez nous contacter sur contact@aldoria.com, et ça arrive directement dans ma boîte mail, pas que la mienne, mais Excellent. mais voilà. Ça marche. Merci infiniment, Romain, d'avoir accepté de répondre à mes questions durant cet épisode hors série de Tech Café. Si vous découvrez Tech Café, je vous invite à vous abonner au podcast dans votre app favorite. Vous trouverez une info tech condensée chaque semaine avec des épisodes hebdomadaires et des épisodes suppléments. Si jamais vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com/techcafé. C'est évidemment hyper important pour nous. Si jamais vous appréciez le podcast, que vous envisagiez éventuellement ce soutien, en échange duquel vous recevrez un flux qui vous permettra d'écouter le podcast sans la pub et des infos exclusives. Si vous souhaitez échanger entre vous et avec nous, vous pouvez même vous rendre sur Discord, techcafé.fr/Discord. Tous les liens sont sur techcafé.fr. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur Instagram, sur Blue Sky, sur Twitch et chaque semaine, bien entendu, dans un nouvel épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.